Comme vous le savez, nous avons décidé de travailler au premier semestre sur le thème de la pornographie. Nous nous pencherons à la fois sur le fonctionnement et les pratiques de l'industrie pornographique, les conditions de tournage, les représentations des femmes et des sexualités véhiculées ainsi que sur l'accès de plus en plus précoce des mineurs au contenu pornographique et ses conséquences en matière d'éducation à la sexualité. La presse s'est récemment fait l'écho de graves dérives dans le milieu pornographique avec des pratiques de plus en plus violentes et dégradantes et des mises en examen pour viol de plusieurs acteurs et producteurs. Des dérives qui nous ont confortés dans notre choix de cette thématique de travail. Nous sommes 4 sénatrices rapporteurs pour mener ces travaux. Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen et Laurence Rossignol, que j'ai aperçus à l'écran également. Et moi-même. Donc, pour la bonne information de toutes et tous, je précise que cette réunion fait l'objet d'un enregistrement vidéo accessible en ce moment même sur le site internet du Sénat, sur son compte Twitter, puis en version originale. D'après les chiffres récents dont nous disposons, on dénombre en France aujourd'hui 20 millions... Cette conférence va maintenant être enregistrée. Très bien. Donc nous sommes enregistrés désormais. Donc d'après les chiffres récents dont nous disposons, on dénombre en France aujourd'hui 20 millions de visiteurs uniques de sites pornographiques par mois. En outre, 80% des mineurs ont déjà vu des contenus pornographiques et à 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à de telles images. C'est précisément sur le sujet de l'accès des mineurs aux sites pornographiques que porte notre audition d'aujourd'hui. Nous accueillons en effet Carole Bien-Aimée Besse, membre du Collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, né le 1er janvier 2022 de la fusion du CSA et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi. Madame Bien-Aimée Besse, vous présidez au sein de l'ARCOM le groupe de travail éducation, protection des publics et cohésion sociale. Vous êtes à ce titre en charge du suivi du dossier de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Peut-être pourriez-vous nous rappeler dans un premier temps les compétences historiques du CSA en matière de contrôle de l'accès des mineurs à la pornographie lorsque ce contrôle s'exerçait essentiellement sur la diffusion de films pornographiques à la télévision avant la diffusion de masse de la pornographie sur Internet. En matière de contrôle de l'interdiction d'accès des mineurs à la pornographie, l'ARCOM exerce aujourd'hui des compétences en amont et en aval. En amont, il s'agit notamment de mener des actions pour que les dispositifs de contrôle parental soient mieux connus, installés et activés. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont d'ailleurs adopté la semaine dernière une proposition de loi visant à obliger les fabricants d'appareils connectés à inclure un contrôle parental gratuit et facile d'utilisation. En aval, il s'agit aujourd'hui de faire appliquer les dispositions de la loi du 30 juillet 2020 qui, grâce à un amendement de notre collègue Marie Mercier, oblige les sites pornographiques à mettre en place des systèmes efficaces de blocage de leur accès aux mineurs. La loi du 30 juillet 2020 autorise en effet le CSA, l'ARCOM, aujourd'hui, à contrôler qu'un site a bien mis en œuvre une solution technique satisfaisante qui va au-delà de la simple déclaration d'âge. En outre, le président de l'autorité peut saisir la justice pour obtenir le blocage complet d'accès des sites qui auraient ignoré son injonction. Cette procédure de mise en demeure a été mise en œuvre pour la première fois en décembre dernier, lorsque le CSA a demandé à 5 sites de mettre en place un contrôle d'âge plus robuste et plus fiable. Ces 5 sites sont aujourd'hui menacés d'un blocage judiciaire si aucune solution technique satisfaisante n'est trouvée. Pourriez-vous nous dire où en est aujourd'hui la procédure et quels sont vos échanges à ce sujet avec les 5 sites concernés ? Quels sont les obstacles techniques et juridiques à la mise en place de systèmes efficaces de vérification d'âge et de blocage de l'accès aux mineurs ? Notre délégation a auditionné la semaine dernière plusieurs associations féministes engagées dans la lutte contre la pornographie, dont Oser le féministe, qui s'est d'ailleurs constitué partie civile dans le procès dit du porno français, pour lequel on recense aujourd'hui une 50aine de victimes, avec des plaintes pour viol, proxénétisme, traite des êtres humains. Sa porte-parole, Céline Pic, nous a indiqué avoir fourni au CSA une liste de 118 sites qui devraient pouvoir faire l'objet d'une mise en demeure au même titre que les 5 sites déjà visés par votre autorité et dont l'accès au contenu devrait pouvoir être bloqué conformément à la loi en vigueur.
Quelles seront les suites données par l'ARCOM au signalement de ces 118 sites pornographiques? Madame Bien-Aimée Besse, je vous laisse sans plus tarder la parole et je vous remercie. Vous êtes accompagnée ce matin et vous allez nous présenter les jeunes femmes qui vous accompagnent ce matin. Merci madame. Merci madame la présidente. Bonjour mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Effectivement, je suis accompagnée d'Alexandre Amiel, donc, qui dirige au sein de l'ARCOM, et elle le faisait déjà au sein du CSA, le département protection des publics, au sein duquel se retrouve la protection des mineurs. Géraldine Vanille, qui dirige le département cohésion sociale, au sein duquel on retrouve toutes les questions relatives aux droits des femmes. Et Lucille Petit, qui est la directrice de cette nouvelle direction, dite plateforme, au sein du CSA et aujourd'hui de l'ARCOM. Donc elle suit en fait toute la régulation systémique du côté des plateformes. Donc vous le voyez, nous sommes venus en force pour vous montrer effectivement la détermination du Conseil sur ces sujets de l'autorité aujourd'hui. Et sans plus attendre, donc je vais vous présenter un petit peu, faire un petit rappel historique des missions qui ont été les nôtres au cours des années et que l'on poursuit aujourd'hui. Donc tout d'abord, concernant les droits des femmes, ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que l'autorité, le Conseil à l'époque, est engagé à la fois sur une représentation, une juste représentation des femmes à l'antenne. Donc, chaque année, elle recense le nombre de femmes à l'antenne, des expertes. Elle publie un rapport annuel chaque année. Et ce rapport, en fait, c'est vrai que les choses ont vraiment évolué et la loi en fait, de 2014 nous a vraiment donné les moyens de pouvoir faire ce recensement indispensable puisque, effectivement, pour pouvoir mesurer la progression, il était indispensable que les chaînes puissent se faire s'auto-évaluer et comptabiliser le nombre de personnalités féminines à l'antenne. L'émission du Conseil et donc de l'ARCOM ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas uniquement de compter le nombre de femmes à l'antenne. Il s'agissait également de s'assurer que les programmes audiovisuels ne véhiculent pas de stéréotypes et aussi fassent la promotion de la lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Je rappelle toute cette mission parce qu'elle est évidemment liée à celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je parlais de la loi de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il y a eu aussi la loi de 2017 qui a donné compétence au Conseil sur les programmes publicitaires, considérant qu'effectivement la publicité, elle aussi, pouvait participer au fait de véhiculer des stéréotypes sexistes. Concernant la protection des mineurs, vous l'avez dit, c'est une mission historique du Conseil et de l'ARCOM. C'est quelque chose aussi, c'est une notion qui est très présente également dans le cadre de la directive SMA. On se rend compte qu'au niveau européen et je crois qu'au niveau international, les préoccupations sont les mêmes. Autant on peut avoir des divergences sur des sujets relatifs peut-être au soutien de la création, mais concernant la protection des mineurs, honnêtement, les problématiques sont les mêmes partout. C'est comment s'assurer que les mineurs puissent continuer à être protégés comme ils l'étaient à la télévision sur les plateformes numériques. Donc, pour rappeler la mission originelle, si je puis dire, en la matière, donc il fallait s'assurer, dans le cadre de la régulation, que les mineurs ne subissent pas trop de pression publicitaire, que les programmes participent à leur épanouissement et à l'enrichissement intellectuel et culturel. Il s'agissait également de faire en sorte que les mineurs ne soient pas exposés à des images dites inappropriées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inapproprié ? On pense aux jeux d'argent, à la violence, extrême violence, et bien évidemment à la pornographie. Donc, de ce point de vue-là, la signalétique qui avait été développée par le Conseil et qui est maintenant totalement connue et que se sont réappropriés les éditeurs, puisque ce sont eux, grâce à leur comité de visionnage interne, qu'ils décident d'apposer telle ou telle signalétique. Et bien évidemment, en allant plus loin, dès 2004, nous avons rédigé une recommandation qui demandait effectivement aux éditeurs de ne pas diffuser
de programmes pornographiques, de diffuser des programmes pornographiques uniquement la nuit, donc entre minuit et 5 heures du matin, avec un verrouillage permanent des programmes pornographiques au moyen d'un code personnel et une information régulière des abonnés sur ce verrouillage. Donc ça, c'est dans le cadre de la recommandation de 2004. Sachant qu'auparavant, comme je l'ai dit, on avait une signalétique bien connue qui faisait que, effectivement, un mineur ne pouvait pas être exposé en journée à des programmes d'une extrême violence ou pornographiques. Ensuite, la délibération du 20 décembre 2011, qui, elle, s'est appliquée au service de médias audiovisuels à la demande, nous a permis d'étendre ce dispositif de verrouillage des programmes pornographiques à ces services. Donc j'ai dit, c'est effectivement très important. L'idée, c'est de s'adapter et de faire en sorte que le dispositif que l'on a mis en place à l'origine puisse s'appliquer puisse s'adapter en fait aux différents modes de consommation dont on sait qu'ils sont maintenant en mobilité pour la plupart, et plus uniquement sur le poste de télévision, mais sur des smartphones ou tablettes, et avec un visionnage qui est souvent solitaire. Donc les parents ne sont pas forcément là pour s'assurer que effectivement ce que les jeunes regardent soit un contenu approprié, sans compter effectivement la multiplication des écrans au sein des foyers, qui fait qu'effectivement chaque membre du foyer a son appareil et peut effectivement se retrouver isolé dans sa chambre à regarder des contenus inappropriés. Donc concernant la mission de l'ARCOM, c'est vrai que nous, au-delà de... on entend toujours la régulation de deux manières. Donc il y a la régulation stricte, le droit, mais également l'incitation. Donc c'est effectivement de ce travail d'incitation, de droit souple, que l'on peut effectivement faire évoluer les choses. Donc nous nous sommes mis effectivement à promouvoir les outils de contrôle parental, avec effectivement cette idée qui évidemment nous était fortement incitée par les membres de notre comité d'experts du jeune public que nous avons composé et renforcé en 2017, considérant qu'effectivement avec le changement des usages, il était essentiel que l'on puisse s'appuyer sur des experts et des personnalités de la société civile. Donc on a des chercheurs en neurosciences, des pédopsies qui nous accompagnent régulièrement. Et effectivement, l'outil de contrôle parental est quelque chose sur lequel nous avons commencé à travailler. En 2020, un protocole d'engagement pour la prévention de l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne a été signé par les pouvoirs publics, les associations et des acteurs économiques du numérique. Ce protocole d'engagement a été donc piloté conjointement par l'ARCOM, donc par le CSA de l'époque et par l'ARCOM aujourd'hui, et l'ARCEP. Donc un travail vraiment en très bonne intelligence entre ces deux autorités qui ont travaillé main dans la main pour réaliser la plateforme que vous connaissez, jeprotegemonenfant.gouv.fr, qui est donc un site qui à la fois propose des conseils aux parents sur la vie affective des mineurs, en rappelant des chiffres que vous avez rappelés, Madame la Présidente. Effectivement, à l'âge de 12 ans, nombre des mineurs, enfin des enfants de moins de 12 ans, ont déjà été exposés à des images pornographiques. Et également, grâce à tous les opérateurs, des sortes de tutoriels pour effectivement installer, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone, un outil de contrôle parental, puisqu'effectivement, en fonction de l'outil que vous utilisez, de la marque et du logiciel, les outils ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que cette profusion d'outils de contrôle parental ne permet pas aux parents de pouvoir rapidement s'approprier de ces outils indispensables. Sachant que nous sommes évidemment bien conscients que
cet outil ne suffit pas et que la promotion et le dialogue est aussi important. Par ailleurs, nous avons, dans le cadre de ce protocole d'engagement, conçu un baromètre qui nous a permis d'évaluer le taux d'utilisation de ces outils par les foyers français. Donc nous le mettons à jour de façon trimestrielle. Concernant le cadre juridique, donc voilà, là j'étais plus sur des questions à la fois de dialogue, mais aussi de recommandations. Si vraiment on s'attache au cadre juridique, on se rend compte qu'il a été vraiment renforcé, donc avec une modification du code pénal, donc notamment l'article 227-24. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, donc depuis la loi du 30 juillet 2020, le Conseil, donc le président du Conseil et aujourd'hui de l'ARCOM, peut effectivement mettre en demeure ces sites et saisir le juge si besoin. Donc ces compétences, nous les mettons en œuvre depuis l'apparition du décret, donc relatif à cette loi. Effectivement, le décret est paru à l'automne dernier. Nous avions été saisis, comme vous l'avez dit, par de nombreuses associations. Donc tout d'abord, nous avons effectivement été saisis par des associations de protection de l'enfance. Et donc on a, alors effectivement les sites ont 15 jours pour se mettre en conformité. Nous avons procédé par ordre, c'est-à-dire que nous avons pris les saisines qui nous avaient été communiquées, le nom des sites. Donc effectivement il s'agissait de Pornhub, Xhamster, Xvideo, XNXX, Tukif, Jackie et Michel TV et Jackie et Michel TV2. Donc nous avons fait des constats d'huissier parce qu'effectivement il était important de réaliser de nombreux constats, de s'assurer que les dispositifs n'étaient pas en place. Nous sommes au stade où certains sites ont considéré qu'eux avaient mis en place des outils. Mais la loi, effectivement, précise bien qu'il faut que ces outils soient efficaces. Donc, à nous, ensuite, de nous assurer, par le biais de constats d'huissier, que ces outils répondent bien à ce qui est demandé. Par ailleurs, dans le cadre de la loi, l'ARCOM peut adopter des lignes directrices concernant donc la fiabilité des procédés techniques mis en œuvre. Donc ces lignes directrices sont des normes interprétatives sans force coercitive, donc ils n'ont pas vraiment d'impact sur l'exigence de conformité à la loi répressive. Ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que c'est le cas notamment dans le cadre de la lutte contre le piratage des contenus soit culturels ou sportifs, c'est que la notion de site miroir, elle est vraiment à prendre en compte. Donc la procédure de l'article 23 peut être enclenchée lorsqu'un site bloqué est rendu accessible à partir d'une autre adresse et que son contenu pornographique demeure accessible sans procédé technique permettant de s'assurer que les utilisateurs sont majeurs. Et ça, c'est très important parce qu'on sait très bien que dans ce cadre-là, admettons que le juge décide effectivement de faire bloquer un site, il arrive fréquemment, comme je disais, dans le cadre du piratage, qu'on voit renaître un site sous une autre adresse, et ce, en quelques heures. D'où la nécessité, effectivement, et le législateur l'a bien compris, d'insérer cette notion de lutte aussi contre les sites miroirs. Voilà, je vous remercie et je suis preneuse de vos questions. Merci beaucoup pour ces propos liminaires qui démontrent aussi la difficulté véritablement d'avancer sur ces travaux, puisque un site, les plateformes, on essaye d'agir avec des protocoles, vous l'avez dit,
des guides de bonne conduite, mais ça ne va pas être suffisant puisque, semble-t-il, évidemment, l'accès à ces sites, l'accès à ces plateformes n'est pas forcément une problématique uniquement nationale et qu'on doit trouver des moyens de lutter à une plus grande échelle et au niveau européen, au niveau international. Donc peut-être les rapporteurs ont-ils dans un premier temps des questions parce qu'il y a une affaire en cours. Évidemment, on n'est pas là pour commenter une affaire en cours, mais est-ce que cette affaire avec 50 victimes, comment imaginez-vous aujourd'hui l'avancée de cette... Est-ce que ça va être véritablement la possibilité, cette affaire, de mettre en exergue une problématique évidente de la pornographie? Est-ce que ça va être l'affaire finalement de la pornographie qui va nous faire changer au niveau le MeToo de la pornographie à la française? Est-ce que c'est une première question? Et j'invite bien entendu les rapporteurs dans un premier temps, Laurence Cohen, Laurence Rossignol et Alexandra si elle est Borchio-Fontimp, si elle est également connectée, à intervenir. Et je suis connectée. Très bien. Bonjour Alexandra, je ne te vois pas à l'écran, je ne vois que Laurence Rossignol, pardon. Donc, oui, première question, donc, c'est qu'il y a cette affaire, il y a énormément de victimes. Les violences que ces victimes on témoigne sont absolument ignobles, incompréhensibles. On n'aurait pas imaginé ces violences à cette échelle-là, puisque on a entendu l'association Oser le féminisme le nie la semaine dernière notamment. Et comment voyez-vous cette affaire ? Alors, rappelez qu'effectivement, l'ARCOM est compétent sur ce qui est diffusé et pas ce qui se passe derrière la caméra, même si, évidemment, vous imaginez bien que nous sommes très sensibles aux témoignages, notamment rapportés par la porte-parole Céline Pic. Nous avions organisé, il y a déjà 2 ans, une table ronde avec des associations de défense des droits des femmes, et Céline Pic nous avait déjà alerté avec force de témoignage de la situation, effectivement, et des pratiques d'une partie de cette industrie pornographique. S'agissant d'Oser Féminisme, justement, nous avons été saisis par cette association qui nous a transmis, comme vous l'avez dit, une centaine de sites qui ne seraient pas conformes. Et donc, en ce moment même, on instruit, donc cette saisine est instruite. Donc, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'était peut-être attendre déjà de voir ce qui se passait, parce qu'on retrouve certains des sites sur lesquels nous avons été alertés par Oser le féminisme, qui se retrouvaient en fait sur la liste des sites sur lesquels nous avaient saisi les associations de défense des droits des enfants. De ce point de vue-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on attend de savoir ce que le juge va pouvoir... ce qu'il va statuer à l'issue, effectivement, des différentes mises en demeure. Ce qui ne nous a pas empêché de déjà commencer à faire des constats d'huissier relatifs au site, à la liste que nous a fournie Céline Pic. Et poursuivre. Et ensuite, si on considère qu'il n'y a pas de mise en conformité, au bout de 15 jours, la procédure habituelle que je décrivais tout à l'heure, et le juge pourra, de son côté, faire bloquer le site. Tout en ayant en tête, évidemment, puisqu'on sait très bien que ces sites sont quand même opérés par des organisations qui sont très très bien organisées et qui peuvent reproduire et recréer dans l'heure le même site. Donc, mais cela dit, on est vraiment en train d'instruire ces demandes. Il y a une centaine de sites. On a commencé par 5 sites qui étaient ceux qui faisaient le plus de volume. C'est un peu la façon dont on a raisonné. C'était effectivement de prendre ceux qui avaient le plus de volume. Mais concernant le traitement qui est fait à ces femmes, à part peut-être par le biais de l'article 40, de transmettre, nous, les dossiers sur lesquels on travaille, c'est vrai qu'on n'a pas de compétences sur ce qui se passe en dehors derrière la caméra. Nous, c'est ce qui est diffusé, sur lequel nous sommes compétents, et ça n'a pas changé avec la création de l'ARCOM.
Merci beaucoup pour cette première réponse. Moi, ce que je trouve, évidemment, on a l'impression c'est David contre Goliath, parce qu'on parle d'associations qui saisissent, qui vous saisissent, et de l'ARCOM. Et à côté de ça, on a une véritable industrie, une organisation qui est très très bien positionnée, organisée. Donc la première chose qu'on va devoir se poser, nous, à la délégation, c'est de quoi peut-être a-t-on besoin comme structure pour enfin réussir à lutter. Parce qu'on l'a bien vu la semaine dernière, les associations, elles ont des petits moyens. Je passe là tout de suite la parole à notre collègue et rapporteur Laurence Rossignol et ensuite à la rapporteure Laurence Cohen. Oui, bonjour chers collègues, bonjour Carole Bien-Aimée. J'ai quelques questions aussi à poser, dont certaines ont été justement élaborées avec l'association Oser le féminisme et avec Céline Pic. Donc je vous les transmets, même si vous avez déjà donné des éléments de réponse. La première question, c'est pourquoi le CSA ou l'ARCOM ne saisit pas le tribunal administratif pour faire ordonner le blocage des sites, et pourquoi l'action des associations est préalable ou même plus offensive que celle du CSA, en sachant que les associations ont peu de moyens, voire pas de moyens, alors que l'ARCOM en a quand même davantage. Ça, c'était la première question. La deuxième question, elle concerne l'action des délais entre le moment où un site illégal apparaît et ce blocage du site, avec une inquiétude, mais vous l'avez évoqué avec les sites miroirs, c'est que si les délais sont trop longs, les sites vont créer immédiatement un site miroir. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro toutes les procédures avec le site miroir? Enfin, ma troisième question concerne plus particulièrement, est-ce que vous observez dans votre action qu'il vous manque soit des dispositifs techniquement efficaces que vous n'auriez pas, soit des bases légales supplémentaires pour être plus efficaces? Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre. Ah, d'accord, je pensais qu'il y avait une série de questions. Madame Bien-Aimée, je oui. pense qu'on va prendre les questions petit à petit et des réponses, puisque vos réponses pourront inspirer peut-être d'autres questions. Alors, merci beaucoup, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice. Donc, vous dire qu'effectivement, nous, on suit la procédure. Vous l'avez rappelé, donc nous nous autosaisissons ou nous sommes saisis par ailleurs par des associations. C'est vrai que là, dans le cas précis, les associations nous avaient même saisis avant même l'apparition du décret. Donc, effectivement, ça peut laisser penser que finalement, on a attendu d'être saisi avant de se mettre en action, mais c'est pas forcément le cas. On avait bien en tête, de toute façon, les sites sur lesquels nous avons été saisis. Ensuite, donc c'est le tribunal judiciaire et pas administratif qui est compétent, peut-être pour le préciser. Et enfin, concernant les moyens, alors effectivement, les associations ont des moyens très faibles. Il faut quand même savoir que notre direction des plateformes, enfin on est quasiment à moyen constant, donc les choses vont changer par la suite, mais nos moyens sur le sujet, même si notre détermination est entière, restent quand même limités, même si aujourd'hui il y a une urgence, et vous l'avez dit. Ce qu'on constate malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui réfléchissent à des modèles d'outils, de dispositifs de vérification d'âge efficaces. Donc on a eu plusieurs, démonstrations en échange avec la CNIL, l'ANSSI et les pouvoirs publics. Parce que je pense qu'effectivement, la solution, elle va venir de là, c'est-à-dire de trouver un système. Jusqu'ici, nous, les démonstrations que certains sites avaient pu nous faire, enfin, on est en train de vérifier, mais ça ne nous semble pas forcément répondre à tous les critères. Il y a effectivement un besoin de développer des solutions. Donc il y a certaines solutions qui existent au Royaume-Uni. Au niveau européen, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses qui se développent. Il faut maintenant les mettre en place. Il faut que les sites se les réapproprient.
On nous a fait plusieurs démonstrations. Certaines étaient assez convaincantes. Et je crois que certains sites pornographiques ont pris contact avec cette société ou l'inverse pour justement pouvoir commencer à les installer et se mettre en conformité. Sur la durée, alors la procédure, elle est effectivement, c'est un délai de 15 jours qu'on doit, à partir du moment où vous mettez en demeure, vous devez laisser 15 jours au site pour montrer pour leur permettre soit de se mettre en conformité ou de prouver qu'ils le sont déjà. Donc ça prend un peu de temps, même si 15 jours, c'est quand même... c'est assez rapide et enfin pour pouvoir nous permettre, et permettre au président de l'ARCOM de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris au fin d'ordonner le blocage, il faut effectivement qu'on s'appuie sur des constats d'huissier solides, sinon on peut effectivement se retrouver à ce que finalement la démarche ne soit pas concluante. Donc je comprends moi la démarche de Oser le féminisme et je pense que sans elles, je crois que ce reportage n'existerait pas et sans leurs alertes. Et vraiment, je pense qu'elles ont fait un travail remarquable. Maintenant, c'est vrai que l'outil, il est celui qu'on connaît. Et je pense qu'il doit aussi... il y a l'outil, effectivement le cadre juridique, mais il y a, je pense, le cadre technique qui, lui, doit aussi être développé, renforcé. Et l'ARCOM, effectivement, n'a pas vocation en plus à créer effectivement cet outil. En revanche, nous sommes contactés régulièrement, je vous l'ai dit, depuis maintenant quelques mois. Il y a des solutions qui nous paraissent aujourd'hui pouvoir répondre à cette problématique. Et donc j'espère vraiment que les sites vont s'en emparer. Après, il y aurait toujours moyen de contourner, mais honnêtement, si déjà tous les sites s'équipent, je pense qu'on aura vraiment fait une bonne partie du chemin. Merci beaucoup. Je cède la parole à la rapporteure Laurence Cohen, qui est en présence. Ah pardon. Madame. Merci. Présentielle. Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette introduction. Moi, je vous prie de m'excuser de mon retard. Il y a eu quelques problèmes techniques dans le RER pour tout raconter. Mais en vous écoutant et en écoutant vos réponses, j'ai le sentiment qu'il manque un outil. Parce que, en fait, vous nous répondez, et vous êtes dans le cadre de votre mission, hein, vous nous répondez en termes de cadre très précis, d'une certaine technicité. Et nous, on a lu des reportages, on en a vu, on a reçu les associations, Oser le féminisme, le NI, les effrontés. On a pu entendre aussi un certain nombre d'avocats. Et on est face à de la prostitution, de l'esclavage, enfin des choses absolument abominables. Et du coup, il y a un décalage. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire finalement mettre un site en conformité ? Je n'arrive pas à saisir cette notion parce qu'il y a les violences de l'autre côté de la caméra. Donc j'ai bien entendu que vous n'intervenez pas de l'autre côté de la caméra. Mais alors, que fait-on des conséquences de ce visionnage ? Puisque nous avons vu que ces violences terribles, extrêmes, ont des conséquences sur les femmes et les hommes qui regardent ces films, sans parler des mineurs qui les regardent. C'est-à-dire que ça structure un rapport à l'autre qui est absolument épouvantable, un rapport de domination, de violence, etc. Et donc je ne comprends pas cette histoire de mise en conformité. Et du coup, si vous voulez, je me dis, si on reste que dans ce cadre-là, pardonnez-moi, mais les organisations qui tirent beaucoup d'argent de ces productions ont de beaux jours devant elles, hein, parce que je ne vois pas. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, est-ce que quand même, dans le cadre de votre mission
qui est quand même extrêmement limité, me semble-t-il, hein, extérieurement. Est-ce que vous avez la possibilité aussi d'avoir un soutien, un point d'appui avec ceux qui mènent les enquêtes, la gendarmerie, etc. Est-ce que vous pouvez avoir des auditions? Est-ce que vous pouvez avoir des soutiens? Et ma troisième question, c'est que vous qui êtes un peu au cœur, là, dans un certain nombre d'affaires à instruire, quelle solution? Parce que là, j'ai un peu l'impression que... Enfin, c'est très, très limité, quoi. Donc, soit il faut élargir vos missions, pour le dire plus direct, soit il faut créer un autre organisme, avec des missions beaucoup plus directives, mais dans l'état, là, voilà, c'est insuffisant. De mon point de vue, voilà. Alors, mais je ne remets pas du tout en cause le travail que vous faites, bien évidemment. C'est après ce qui vous est demandé. Mais voilà, j'essaie, parce que nous, la délégation, on a aussi besoin de faire des recommandations qui vont être utiles. Voilà. Donc, merci d'avance. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Alors, peut-être rappeler, enfin, je ne l'ai pas fait, mais nous étions le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous sommes aujourd'hui l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, nous sommes compétents sur les contenus audiovisuels et numériques. Nous ne sommes pas compétents sur la chaîne de fabrication de ces contenus. Nous ne sommes pas compétents sur les entreprises, sur ce qui se passe au sein de ces entreprises, sur les recrutements, sur la manière dont sont traitées les personnes au sein de ces entreprises. Donc, nous ne sommes pas compétents. Donc, les questions, les préoccupations qui sont les vôtres, et je les comprends et je pourrais même vous dire que je les partage, mais nous ne sommes pas compétents. C'est-à-dire que il faut s'adresser aux tribunaux. L'ARCOM n'est pas compétente sur ces questions. L'ARCOM, son travail et sa mission confiée par le législateur, c'est de mettre en conformité des sites pornographiques, c'est-à-dire de s'assurer que ces sites pornographiques ne sont pas accessibles aux mineurs. Donc notre problématique à l'ARCOM est celle-là. C'est de s'assurer que les sites pornographiques ne soient pas accessibles aux mineurs. C'est la seule mission qui soit la nôtre. Et effectivement, ce que vous décrivez, nous ne sommes pas compétents. Je ne sais pas s'il faut le regretter. Je pense qu'il y a d'autres autorités qui le sont. Et il faut, je pense, effectivement, peut-être dans le cadre de cette mission, mais c'est sans doute prévu, échanger avec elles. Mais notre mission, elle est celle-ci. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un malentendu sur ce que nous sommes et notre compétence. Et donc jusqu'ici, comme je le disais, jusqu'à la loi du 30 juillet 2020, notre compétence, elle s'exerçait sur les médias classiques, donc la télévision, la radio et services de médias de rattrapage. Cette loi de 2020, elle a souhaité nous donner compétence et donner compétence au président de l'ARCOM pour faire en sorte effectivement que ces sites ne soient pas pornographiques, ne soient pas accessibles aux mineurs. Donc il ne s'agit même pas, ni d'interdire la pornographie, il s'agit de faire en sorte de protéger les mineurs et de faire en sorte qu'il n'y ait pas accès pour pouvoir ensuite s'épanouir pleinement et préserver leur droit à l'innocence. Merci Madame Bien-Aimée pour ces premières réponses. Alors c'est vrai que vous le dites, votre travail c'est faire que ces sites ne soient pas accessibles à des mineurs, que ce soit sur le numérique, sur l'audiovisuel. La seule chose c'est que déjà pour cette mission, nous, au sein de la délégation, on a l'impression quand même, si on se limitait qu'à cette question ce matin, que cette mission n'est pas remplie aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez les moyens de répondre à cette mission? Si vous ne les avez pas, de quels moyens souhaitez-vous disposer pour remplir cette mission d'accessibilité des mineurs au site qui héberge du porno, et donc l'accès de ces mineurs à la fois sur la télévision mais également sur le média, sur le numérique. J'ai cette première question que vous gardez, et je vais passer la parole à ceux qui l'ont demandé. C'est Bruno Bolin et ensuite ce sera Dominique Verrien. Je n'ai pas vu que Alexandre... Voilà. Alors.
Donc je vais céder d'abord Laurence Rossignol qui souhaite reprendre la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, on comprend bien que le CSA ne peut agir que dans le cadre de ses compétences et que s'il les outrepassait, il y aurait des risques de nullité des procédures que le CSA engagerait et que ce serait donc contre-productif. Pour autant, il y a une question qui quand même pour moi demeure, c'est comment ça se fait qu'il a fallu que ce soit des associations qui enclenchent des procédures, qui fassent des signalements, qui vous apportent à vous des signalements sur des sites supplémentaires. Pourquoi le CSA n'est pas en amont des associations? Et la deuxième question que je vous avais posée, mais à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est est-ce que vous pensez que vous manquez de base légale, pas simplement de base technique, enfin pas seulement d'outils techniques, est-ce que vous manquez de base légale pour atteindre l'objectif, non pas que la loi vous fixe, mais que l'esprit de la loi vous fixe. Et en fait, je vais juste vérifier une chose, la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes vous donne compétence pour étudier la place des femmes dans l'audiovisuel et intervenir aussi, et faire des mises en demeure. Elle a été étendue à la publicité, mais juste c'est une vérification technique. Il est clair que vous n'avez pas la compétence sur les contenus sur le net. C'est juste c'est technique ma vérification. Merci. Merci, chère Laurence. Je vous laisse peut-être répondre à la fois ces deux questions. Après, je passerai la parole à Bruno Belin et Dominique Verrier qui l'ont demandé. Alors, donc je réponds à votre question d'abord. Voilà. Merci, madame. Voilà, alors, le sentiment, effectivement, peut-être qu'on a tardé et qu'on a un peu le sentiment qu'on n'est pas assez efficace. Juste rappeler la chronologie. La loi, effectivement, a été votée en juillet 2020. Mais le décret n'a été publié que le 7 octobre 2021. Et donc, sans décret, on n'avait aucune possibilité. Donc, il a fallu effectivement une notification au niveau européen. Enfin, bon, bref. Et donc, le décret a été publié le 7 octobre. Alors, on peut le regretter. Effectivement, les associations nous avaient saisis bien avant. Ensuite, c'est vrai que nous, on a aussi la capacité de nous autosaisir. Donc, à partir du moment où on a une nouvelle compétence, l'ARCOM, du fait de ces nouvelles compétences, peut tout à fait se dire je m'occupe de tel ou tel site. Donc sur les délais, honnêtement, on est fin janvier, le décret qui est publié le 7 octobre, une liste de sites qui nous est communiquée, des constats d'huissier qui doivent être faits, parce que s'ils sont mal faits, là aussi, on risque une nullité ou le fait d'être débouté. Laisser 15 jours au site pour se mettre en conformité, je trouve qu'on est plutôt dans les délais, mais je comprends du fait de l'urgence que vous ayez ce sentiment que les choses n'aillent pas assez vite. Sachant qu'en plus, les associations, elles, ont aussi la capacité d'agir devant la justice, mais sur la base de l'article du Code pénal que je citais tout à l'heure, le 222-24. Donc là aussi, sur les autorités compétentes, je crois qu'il faut aussi... L'ARCOM ne pourra pas tout faire, c'est une évidence, même si ça reste de l'audiovisuel et des médias. On n'est compétent que sur cette limitation d'accès aux mineurs. Concernant la question de Madame Rossignol, sur la compétence sur le net, alors peut-être préciser les choses. Nous sommes compétents, donc, comme je disais, sur les SMAD, ce qu'on appelle les SMAD, du fait de la directive SMA, mais notre compétence, elle n'est pas forcément la même sur les médias linéaires que sur le net. Je prends un exemple, sur toutes nos compétences liées à la déontologie et à l'information, à l'honnêteté de l'information. Si on va sur le net, la loi de 2018, elle nous donne un pouvoir systémique, c'est-à-dire qu'on n'est pas contenu par contenu. Nous devons nous assurer que les plateformes ont mis en place des outils pour lutter contre la désinformation. Alors que quand on est sur des médias linéaires, on est contenu par contenu, séquence par séquence, émission par émission, où là, on apprécie le contenu, le travail fait par tel ou tel journaliste
pour s'assurer que telle ou telle émission ne véhicule pas de la désinformation. Donc sur le linéaire, on est sur du contenu par contenu, et sur les plateformes, on est sur une régulation systémique. Et effectivement, c'est différent. Je vais prendre par exemple les discours, notre compétence relative au discours de haine, qui elle aussi est nouvelle, liée à la loi sur les principes républicains. Dans le cadre effectivement des médias linéaires, on va apprécier chaque émission, chaque contenu, les propos qui sont tenus, qui pourraient amener à des discriminations. Et sur les discours de haine, là aussi, on est sur une appréciation systémique avec une demande, une exigence qui est faite aux plateformes de mettre en place des outils pour ne pas permettre aux discours de haine de pulluler sur leur plateforme. Effectivement, du fait du nombre, du volume de contenu qu'on trouve sur le numérique, le législateur que vous êtes a considéré qu'effectivement, il fallait peut-être apprécier les choses de manière plus systémique et pas contenu par contenu. Merci pour ces réponses. Bruno Belin, notre collègue qui est en présentiel. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre présentation. Moi, je vais revenir un petit peu sur l'intervention qu'a fait notre collègue Laurence Cohen, c'est-à-dire sur fondamental de ce qui nous réunit ce matin. Bien compris que l'ARCOM, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire non pas derrière la caméra, mais effectivement dans l'offre du contenu. Moi, j'ai le sentiment, d'abord, quand on parle de mise en conformité, ça veut dire à un moment donné, on avalise ce qu'il y a. Il faudra peut-être qu'on trouve une autre définition. J'ai l'impression aussi que vous courez après la tempête. On sait, ça nous a été dit la semaine dernière, ça a été redit par la présidente ce matin, 20 millions de vues mensuelles, on nous a parlé pour certains sites de milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous imaginez bien qu'il y a une vraie mafia qui n'a qu'un intérêt, c'est de contourner ou de s'adapter aux lois. Et en tout cas, j'ai l'impression que nous, on va faire un nous collectif, puisque vous agissez dans un cadre légal et nous sommes là pour veiller à ce cadre légal. Nous courons après la tempête. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus simple? Parce qu'aujourd'hui, se connecter sur un site pornographique est excessivement simple. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Point. Il n'y a pas d'autre vérification. Si je veux faire un simple virement d'un simple compte en banque, je vais avoir un code d'accès pour lequel je me serai inscrit, pour lequel on va me donner un numéro de portable sur lequel j'aurai un code confidentiel qui me permettra de croiser, de sécuriser cette information. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen technique? Je n'y connais rien. Partez du principe que je n'y connais rien, mais je constate aujourd'hui avec un outil que nous utilisons tous les jours qui s'appelle SIDEP pour les informations liées à la pandémie, qu'on peut donner des informations confidentielles, sécurisées d'un site internet sur lequel on sait à qui on a affaire et avec lequel on peut croiser avec un simple numéro de portable. Donc ce qui est faisable sur des informations hautement sécurisées puisqu'elles concernent votre santé, pourquoi on n'arrive pas à le faire avec Jackie et Michel ou je ne sais qui d'autre? Enfin, je veux dire qu'à un moment donné, on sait bien, ça a été redit par Laurence, on en a tous conscience, que ça génère, c'est cette tranche d'âge d'adolescence, une image qui finalement se résume par de la violence derrière. Point. Donc, je crois qu'il faut qu'on trouve une solution technique, qu'on y mette l'encre qu'il faut, encre avec un A, pour accrocher fondamentalement et faire barrage à cet accès. Et je suis convaincu que c'est très en amont de la construction qu'il faut intervenir. Est-ce possible? Je ne sais pas. Je vous livre cette réflexion sur la facilité de l'accessibilité à un site. Alors merci Monsieur le Sénateur pour cette question. Alors évidemment c'est le constat que nous faisons depuis très longtemps sur la facilité d'accès à ces sites. Et encore, là vous parlez de sites sur lesquels on vous demande si vous avez 18 ans. Il y en a beaucoup où on ne vous le demande pas. Il y a parfois des bandes annonces que vous recevez alors que vous ne l'avez pas sollicité. Donc on en est extrêmement conscient et effectivement de voir arriver cet article 23 dans cette loi de 2021 est effectivement une étape importante pour permettre d'endiguer ce fléau. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, voilà, les mineurs de moins de 12 ans sont exposés
à ces contenus de plus en plus tôt, et ça a un impact réel sur leur développement, même sur la société. Qu'est-ce qu'on veut comme société? On est tous d'accord là-dessus. Mais les chiffres, nous les connaissons. Nous avons construit co-construit avec l'ARCEP, la Fédération française des télécoms, et tous les signataires du protocole d'engagement de lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie, ce site web, justement pour tenter de commencer à avoir un outil pour endiguer ce fléau. Donc avec ce site, cet outil de contrôle parental pour lequel on insiste qu'il est aussi indispensable d'être installé sur tous les outils des foyers. Mais concernant les moyens qui sont les nôtres, comme je le rappelais, on est une autorité administrative indépendante, on applique la loi. Donc on ne peut pas agir en dehors du cadre qui nous est fixé. Voilà, on a des moyens qui sont les nôtres, qui sont... on applique d'abord une liberté de communiquer, une loi de liberté de communiquer. Et donc on ne s'inscrit absolument pas dans une interdiction ou une censure. Là, ce qui nous est demandé, donc de façon générale, et là, sur ce point précis, il nous est demandé uniquement de veiller à ce que les mineurs n'aient pas accès à ces sites. Sur leur nombre, on n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas compétent sur le nombre de sites qui existent, qui se créent, ou de sites illicites. Et donc, c'est pour ça que, honnêtement, la solution... il faut s'appuyer sur tous les outils. Donc il y a cet article, mais il y a aussi le code pénal, il y a les tribunaux, il y a la brigade des mineurs qui travaille, les forces de l'ordre. Enfin, c'est un travail qui... Enfin, sur la prostitution, il y a eu notamment un groupe de travail auquel nous avons participé, justement la prostitution des mineurs, notamment grâce à des outils en ligne qui permettent effectivement à de nombreux mineurs de se prostituer. On est conscient de ça, mais effectivement, les compétences qui sont les nôtres, elles sont limitées. Et sur la mise en conformité, effectivement, ça peut paraître inapproprié comme terme de considérer qu'on met en conformité un site pornographique. Mais vous pourriez exiger le double verrouillage. C'est pas de la censure. Un double verrouillage, c'est-à-dire? Il y a une explication. Non, mais alors, justement, donc il y a un avis, la CNIL a rendu un avis très important. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait du traitement, qu'est-ce qu'on fait des données? Vous l'avez dit, ce sont des sites qui sont opérés souvent par des entreprises qui sont mafieuses, on peut le dire. Donc, c'est les données des personnes, les données des personnes qui vont sur ces sites. Est-ce qu'on souhaite que les données des utilisateurs soient captées par ces sites, dont on ne sait d'ailleurs pas où ils sont hébergés? Donc il y a toute la question des données, d'où la difficulté de développer un outil qui réponde en fait à tous les critères, qui soit à la fois de répondre aux critères, nous, qui nous importe, ARCOM, de protéger les mineurs et de ne pas rendre accessible un site, mais aussi de la question des données. Donc, quand effectivement les processus que vous décrivez, ils sont très intéressants, mais ça s'inscrit dans des cadres légaux, ça s'inscrit dans le cadre de santé, avec c'est comme les données qui sont données dans le cadre de vos documents d'identité. On sait qui se trouve derrière. Là, on a affaire à des sites qui ne sont pas forcément hébergés en France et dont... et comme vous l'avez dit, qui sont parfois des entreprises mafieuses. Donc la question des données, elle doit être prise en compte. Et comme je le disais, nous avons eu... plusieurs sociétés développent à l'heure actuelle des outils qui sont... honnêtement, nous, qui nous ont convaincus. Donc ils sont en train maintenant d'échanger avec des sites pornographiques pour pouvoir intégrer ces outils dans le cadre de ces sites et... pardonnez-moi encore pour ce terme, mais se mettre en conformité avec ce qui est demandé par cette loi. Donc on est au début du processus, c'est pour ça que je rappelais le micro. Ce que j'entends dans votre réponse, madame, c'est surtout que vous dites qu'il y a un travail qui est en cours d'être fait. Je ne connais pas évidemment ce calendrier de travail et que nous, on sera très attentifs à voir effectivement quelle est la production de ce travail de verrouillage, j'emploie peut-être pas le bon terme, mais au moins il a le mérite d'être générique et que tout le monde le comprenne, parce que je crois que de faire en sorte qu'il y ait vraiment des barbelés pour empêcher l'accès à de très jeunes enfants à ce type de site est essentiel.
De ce qui se passe derrière la caméra, on s'y intéressera parce que ça relève peut-être des contrats de travail d'une autre organisation et effectivement pas de l'ARCOM, mais en tout cas sur l'accès à l'information, je pense que c'est dans les compétences de l'ARCOM. Merci madame, en tout cas merci. Mais vous avez raison, monsieur le sénateur. C'est d'ailleurs notre mission et c'est ce sur quoi nous travaillons. C'est d'ailleurs pour ça que nous... Enfin, voilà, les mises en demeure que nous avons fait le prouvent. On va continuer. On a cette liste de plus de 100 sites. Nous allons continuer. Et surtout, participer en attendant à tout ce travail pédagogique que nous faisons via ce site jeprotègemonenfant.gouv.fr. De l'autre côté, d'échanger avec toutes ces entreprises qui sont en train de créer des outils ou qui en ont déjà créé pour leur permettre que ces outils de contrôle d'âge soient mis en place sur un maximum de sites. C'est vraiment ce sur quoi nous travaillons actuellement. Donc, moi, j'entends votre impatience et frustration parce que c'est un sujet d'une extrême importance, car il concerne effectivement nos jeunes. Et je pense honnêtement que, voilà, avec un décret publié en octobre, nous sommes en janvier et nous sommes qu'au début voilà, et sachant qu'on a... mais vous faites bien. Et puis de toute façon, dans le cadre du questionnaire que vous nous avez transmis, Madame la Présidente, on pourra vous répondre aussi par écrit pour apporter des précisions supplémentaires. Merci beaucoup. Je vais immédiatement passer la parole à notre rapporteur qui est avant Dominique Vérien, qui est en visio avec nous. Et je cède la parole à Alexandra. Voilà, on te voit désormais, Alexandra. Donc tu as la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, bonjour Madame et bonjour à tous. J'ai un certain nombre d'interrogations auxquelles vous avez déjà répondu, donc je voudrais juste rebondir un peu au propos de mon collègue Bruno Belin sur l'éducation des enfants par les parents. Donc le CSA s'était donné l'objectif de renforcer son soutien à la parentalité numérique. Ma question est la suivante. Donc, comment mesure-t-on l'efficacité des tutoriels qui sont destinés aux parents pour mieux protéger leurs enfants des contenus choquants et de leurs effets ? Et je voulais vous parler donc justement de la fréquentation de la plateforme. Vous venez d'en parler. Je protège mon enfant de la pornographie. Selon vous, est-elle concluante ? Avez-vous d'ailleurs envisagé de déployer une stratégie de communication pour améliorer sa notoriété et donc son utilisation ? Moi, c'est vrai que je l'ai découvert dans le cadre de cette mission. Étant maman, la communication n'était pas arrivée jusqu'à moi par un autre biais, donc je m'interrogeais sur sa pertinence. Merci. Merci. Et puis on va peut-être prendre la question de Dominique Vérien dans la foulée, puisque je l'avais d'ores et déjà annoncé. Pas de problème, merci beaucoup Madame la Présidente. Je voudrais continuer sur la mission de l'ARCOM. Donc, si j'ai bien compris, tant que c'est à la télé, vous vous intéressez au contenu. Dès que c'est sur Internet, le contenu n'est plus intéressant, c'est simplement le système et vous veillez à ce que la plateforme sur laquelle on va met les verrous et s'autorégule, y compris sur les contenus. Mais lorsque les contenus, parce qu'on est bien d'accord, la pornographie n'est pas interdite, donc il n'y a pas à censurer la pornographie tant qu'elle n'est pas interdite, mais lorsque le contenu est explicitement un viol, lorsque le contenu est explicitement un appel raciste ou à la haine raciale, lorsque ces contenus sont donc indépendamment de l'activité qu'est la pornographie, des choses qui sont totalement répréhensibles, est-ce que là, l'ARCOM a une mission ou pas ? Ou est-ce que c'est forcément le juge ? Et dans ces cas-là, qui peut saisir le juge ? Et est-ce qu'on peut ne faire interdire que certaines vidéos sur l'ensemble d'un site ? Merci beaucoup. Et si, j'avais juste une autre question. Qui était octobre de quelle année ? Parce que nous, on est d'accord, c'est juillet 2020, et donc ce serait octobre 21 le décret. Oui, le décret, mais oui. Et est-ce que vous savez pourquoi un tel délai a été nécessaire pour signer un papier ? Alors, cher Dominique, je pense que cette question est valable sur un certain nombre de sujets. Les décrets l'appliquent. Et comme l'a justement rappelé notre collègue Bruno Belin, nous sommes aussi là pour vérifier l'application de la loi et sa mise en œuvre. Et la promulgation des décrets est souvent quelque chose qui arrive
très très en retard. Je ne suis absolument pas surprise. Moins on a envie que ça passe, plus le décret arrive longtemps après. C'est d'où ma question. Mais c'est une vraie problématique, une vraie question. Mais je ne suis pas persuadée que Madame Bien-Aimée puisse répondre au délai. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce commentaire. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Et sachez qu'on était très très impatients de l'avoir ce décret. Donc, Madame, pour vous répondre, tout d'abord, donc sur l'éducation aux médias, l'éducation effectivement qui peut être faite aux parents, elle nous est effectivement apparue essentielle parce que beaucoup de parents n'ont pas du tout conscience de ce problème. C'est-à-dire que les études qu'on a pu mener, nous, de notre côté, avaient montré que souvent les parents étaient préoccupés par le temps d'écran, le temps passé, mais sans forcément aller jusqu'à qu'est-ce qui est regardé. Considérant que les enfants étaient soit responsables ou raisonnables et qu'ils savaient et qu'il n'y avait pas de problème. D'où la nécessité, effectivement, sur ce site, de leur expliquer à la fois comment on installe un outil de contrôle parental en fonction de chaque outil, de chaque marque, etc., mais aussi de les informer sur la vie affective et sur la sexualité des adolescents, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui reste compliqué à aborder au sein des familles. Et de ce point de vue-là, d'encourager peut-être le dialogue. Donc les tutoriels que nous avons mis en place, on les a évidemment à chaque fois élaborés avec des pédopsychiatres, des professionnels de l'enfance. Voilà pour vous répondre. Mais c'est vrai que c'est un sujet important sur lequel on a souhaité insister, notamment sur l'éducation et sur la communication autour de la vie affective des jeunes. Concernant la notoriété de ce site, alors comme je l'ai dit, on mesure de façon trimestrielle effectivement les connexions et le nombre de visites. Donc on pourra vous transmettre les chiffres dans le cadre du questionnaire. Vous avez raison, ce site manque de notoriété. Donc on a fait en sorte, au début de l'été, qu'il soit mieux référencé sur les moteurs de recherche, Quant, Google et autres, de les faire remonter, effectivement, quand on fait une recherche relative à la protection de l'enfance. Nous avons également... mais le site remporte un vrai succès, je tiens à le dire. C'est vrai que ça a été long à démarrer, mais le site remporte un vrai succès. Et d'ailleurs, on a décidé de l'étendre à d'autres questions que la pornographie, à en faire une sorte de site référent de protection des mineurs, puisque à la base, il n'était dédié que la question de l'exposition à la pornographie. Sur la notoriété, donc les campagnes, nous réfléchissons avec le comité de pilotage pour effectivement peut-être réaliser une campagne. Est-ce que ça doit passer par une campagne de santé publique ? Voilà, plusieurs pistes sont à l'étude, mais c'est une évidence, Madame la sénatrice, qu'il faut promouvoir cet outil pédagogique qui, Monsieur le sénateur, ne permettra pas forcément de réduire le nombre de sites, mais au moins d'alerter et de faire en sorte que les parents soient plus au fait, et je dis les parents, mais aussi tout le personnel encadrant, de ces questions. S'agissant de notre mission, pour répondre à votre question, Madame la sénatrice, je crois important peut-être qu'effectivement, j'ai essayé de simplifier en expliquant un peu quel était notre rôle sur le numérique et en nous attachant à la dimension systémique de la régulation. Mais peut-être, évidemment, que ces contenus sont problématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre compétence et que le texte s'appuie de cette nouvelle compétence sur la loi relative aux principes républicains. Parce que là aussi, c'est un vrai fléau. Les discours de haine. Donc, on avait dans le cadre de la loi de la députée Laetitia Avia créé un observatoire de lutte contre la haine en ligne qui existe toujours, sur lequel effectivement on réfléchit, on a beaucoup travaillé, au-delà de réfléchir, on a beaucoup travaillé notamment sur la définition d'un discours de haine, sur
quels outils à mettre en place au niveau juridique, mais aussi dans le cadre d'éducation aux médias. Parce que le discours de haine, il n'y a qu'un pas vers le harcèlement, le cyberharcèlement. Donc évidemment que ça nous préoccupe et que quand on demande au site là aussi de créer des outils permettant d'endiguer les discours de haine et par ailleurs la désinformation, on s'intéresse évidemment au contenu. Donc on n'est pas insensible à ce qui est dit. On est aussi attaché à ce que le RGPD s'applique, c'est-à-dire que toutes ces plateformes, pour la plupart, ne sont pas accessibles aux mineurs. Il faut avoir 13 ans, voire plus, même sur des boucles comme WhatsApp, c'est 16 ans. Donc là aussi, faire en sorte que la loi s'applique, rappeler aussi aux parents qu'effectivement, on n'inscrit pas son enfant sur une plateforme, sur un réseau social à 8 ans. Et par ailleurs, pour en revenir à ces entreprises qui créent des outils, qui sont en train de développer un outil pour empêcher les mineurs d'accéder aux sites pornographiques, elles réfléchissent pas uniquement à ça, elles réfléchissent aussi à faire en sorte que les mineurs n'aient pas plus accès à ces plateformes, parce qu'effectivement, les questionnaires qu'elles posent au départ, elles vous demandent effectivement sur ces réseaux sociaux quel âge vous avez. Il est facile de mentir sur son âge et personne ne viendra s'en inquiéter. Mais là aussi, il est proposé que ces nouvelles applications ou logiciels permettent aussi de s'assurer de cela. Mais là aussi, avec la question des données qui est importante, puisque les données des mineurs, on doit aussi s'assurer qu'elles ne soient pas captées par des entreprises qui ne devraient pas le faire. Voilà, peut-être que j'ai oublié des... Là, moi, j'allais au-delà des mineurs, j'allais sur les adultes. Les images qui favorisent le racisme, les images où le titre est explicite, viol collectif. Ça, objectivement, qu'on soit adulte ou mineur, on n'a pas à voir ça, mais surtout, on n'a pas à le mettre en ligne, alors encore moins à le faire, mais tout à fait. Puisque là, on est en train d'accepter de visionner un crime. Non, alors... oui. Non, alors pour ces contenus illicites, c'est simple, ils sont supprimés. Il y a une plateforme qui s'appelle Pharos qui, elle, lutte contre... les contenus que vous décrivez, qui eux sont supprimés automatiquement. Donc et les plateformes aujourd'hui, quand on est nous sur le systémique, on n'est plus sur ce niveau, on est sur un niveau plus subtil d'appel à la haine. C'est parfois une insulte à une personnalité publique ou politique avec qui on serait en désaccord. Mais effectivement, ce que vous décrivez, madame, pénalement, c'est répréhensible. Et donc, évidemment, les plateformes doivent supprimer ces contenus. Mais la masse est telle que nous, ce sur quoi on travaille, c'est leur dire qu'effectivement, elles ne peuvent pas faire de la revue humaine. Elles nous disent on n'a pas les moyens humains de passer en revue tous les contenus. Ils développent des outils d'intelligence artificielle qui le font. Mais nous, on s'assure que ces outils soient bien calibrés pour repérer les contenus posant problème et s'assurer que quand parfois on vous demande si vous voulez signaler un contenu, que ce ne soit pas une bouteille à la mer et que quelqu'un vous réponde et que les choses soient faites dans des temps plus que raisonnables. Donc ça répond en fait à votre interrogation. Bien évidemment, on n'est pas passif face à cela, et d'ailleurs la loi ne l'est pas, puisque toutes ces que ce soit des vidéos d'appel au terrorisme, de pédopornographie, d'appel à la haine, d'appel au meurtre, bien évidemment n'ont pas figuré sur ces plateformes. Et d'ailleurs, dans leurs conditions générales d'utilisation, les plateformes, nous on les a passées en revue, elles ne doivent pas... elles ne le peuvent pas, et elles disent qu'elles n'ont pas ce type de... Elles suppriment ces sites puisqu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. On ne peut pas avoir sur son
que s'agisse de désinformation ou d'appel à la haine, c'est très clair. Bien, écoutez, Madame Bien-Aimée, je vous remercie pour cette audition. Je crois qu'il n'y a plus de demande de parole de mes collègues à la fois en visio et en présentiel. Ce qu'on aura vu ce matin et pu constater, c'est que, bien évidemment, ni le législateur, ni le CSA et l'ADOPI fusionnés en ARCOM ne sont là pour jouer des rôles de censeurs. La seule chose, c'est que les contenus pornographiques vont bien au-delà de ce qui est acceptable dans toutes les autres sphères de la société. Et c'est pour ça que nous veillons avec cette mission à... Film viol sexuel, et là, immédiatement, on propose film viol complet sexuel. Oui, ton micro. Je disais que j'avais mis film viol sexuel, 3 mots sur Google, et immédiatement on propose film viol complet sexuel, vidéo porno et sexe HD gratuit. Très bien. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir 18 ans en plus pour y accéder. Non, mais ça, effectivement, chers collègues, c'est ce qui nous a été exposé et re-exposé la semaine dernière lors d'une audition très poignante et très difficile des associations, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires. Donc aujourd'hui, ni l'ARCOM, ni le législateur ne souhaitent s'opposer en censeur. La seule chose, c'est qu'on le voit bien et les contenus sont extrêmement faciles d'accès. Les contenus sont souvent d'une grande violence et bien entendu, vous avez une mission qui vous a été allouée, sauf que je crois véritablement que les moyens qui sont mis en face ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. On parle de millions de vues, on parle de millions de personnes qui visionnent ces vidéos chaque mois. Les associations, les associations font un travail fabuleux. Les pourvoirs publics semblent assez submergés. Donc nous, la conclusion de cette audition, je pense, c'est qu'on n'est pas doté aujourd'hui des outils pour lutter contre cette pornographie criminelle de grande ampleur qui est une industrie. Vous avez évoqué la plateforme Pharos. Évidemment, on parle de millions de vues, des millions de vues. Donc, si on n'a pas les moyens d'actionner des personnes qui vont identifier ces vues, jamais on n'arrivera à les supprimer. Donc, il y a ce premier problème. Les associations, elles font un travail formidable de terrain, mais elles non plus, elles ne seront pas en capacité de visionner tous ces films parce que, on l'a vu la semaine dernière, visionner ces films, c'est aussi se confronter à une barbarie, à une horreur extrêmement poignante. Et certaines personnes que nous avons auditionnées disaient en faire des cauchemars régulièrement parce que ces images sont d'une violence inimaginable. Et puis, vous avez l'ARCOM qui remplit sa mission. Votre mission, elle est, oui, de contrôler l'accès des mineurs, mais je ne suis pas persuadée, à l'issue de cette audition, que vous ayez véritablement les moyens de contrôler l'accès, parce qu'on ne peut pas se cacher sur juste contrôler l'accès, et mes collègues l'ont évoqué, les images qui sont proposées à la fois sur le numérique et sur le média télévisuel ne sont pas acceptables. On n'accepterait pas cela d'une autre industrie. Est-ce qu'on accepterait cela d'une autre industrie? Non. Donc il y a un vrai problème d'acceptation de la violence dans la pornographie aujourd'hui. Et écoutez, nous sommes au début d'un cycle d'audition. Nous vous remercions sincèrement d'être venus répondre à nos questions. Et on sera assez vigilant sur l'application aussi de la loi, parce que même si les décrets mettent beaucoup de temps à sortir, ce qui n'est pas nouveau, une fois qu'ils sont sortis, ils doivent être appliqués. Je vous remercie à toutes et à tous pour cette participation et nous allons poursuivre nos travaux. Merci Madame Bien-Aimée et merci à vous Mesdames d'avoir accompagné Madame Bien-Aimée dans cette audition de ce matin.